Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir encore pour notre traditionnelle causerie vespérale. Nous sommes sur le grand soir et nous sommes sur Info Télévision, la chaîne de proximité. Ce soir, on va encore évoquer les conseils régionaux. C'est bouclé. Tous les 10 présidents des conseils régionaux sont connus. Maintenant, ils vont se mettre au travail. Mais au sortir de ces élections, on a entendu les candidats sortants évoquer les difficultés qu'ils ont connues pendant le premier mandat. Il fallait mettre en place les structures, les infrastructures, mettre en place les plans de développement, découvrir même de quoi il s'agit le conseil régional, au point où les résultats peuvent être mitigés, comme beaucoup le pensent aujourd'hui. Ils vont donc repartir, peut-être maîtrisant mieux les conseils régionaux. Est-ce qu'ils pourraient encore avoir des circonstances atténuantes? Est-ce qu'ils méritent des excuses? Doit-on accepter les excuses évoquées par ces présidents sortants des conseils régionaux, notamment Polika Banlong du côté de Douala, qui a été clair là-dessus? Ça n'a pas été facile la première mandature. Y a-t-il à espérer des bien belles choses pour les conseils régionaux? On le verra avec nos invités ce soir. Avec eux également, on parlera de ce découpage administratif qui est annoncé au regard des correspondances venant du ministère de l'administration territoriale adressées aux gouverneurs de région, dont les forats régionaux, justement, ça se commente, ça se discute au quotidien sur les éventuels découpages qui pourraient intervenir. Est-ce qu'aujourd'hui, parler de découpage administratif est une nécessité absolue? Y a-t-il des zones qui en ont absolument besoin, des départements ou des régions qui méritent de voir ces territoires revus en termes de découpage? Nos invités sont déjà tous installés. Accueillons l'enseignant de philosophie. Il est également journaliste, directeur de publication de Oyon Actu Live. Oui, tout à fait. Didier Zamkal, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Alors, si tu le permets, avant de commencer, je voudrais saluer... Il faut regarder cette caméra si vous voulez saluer quelqu'un. Alors, je voudrais saluer les populations de la région de l'Est qui nous suivent abondamment ce soir, et spécialement les membres de quelques groupes de forums, Oyon Actu Live, East Cameroon News, Domain News, Nkoum Debout, Actualité de l'Est. Ce sont des groupes qui nous suivent en ce moment parce qu'ils ont dit les thématiques soulevées sont très importantes et alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus lorsqu'on sait par exemple que la thématique sur le découpage administratif intéresse d'une manière particulière la région de l'Est, et vous allez comprendre pourquoi lorsque nous allons entrer dans les débats, pourquoi est-ce que la région de l'Est se sent tellement concernée et intéressée même d'ailleurs par le découpage administratif. Alors je voudrais saluer quelqu'un qui vous admire beaucoup, et lui c'est le jeune Olon Alexandre. Il est de l'Est de Kelamping et il est entrepreneur à Douala. Il m'a dit, Zamba, si tu vas au plateau, dis à Jean-Jacques Zé que j'apprécie tout ce qu'il fait. Alors nous pouvons le saluer. Merci beaucoup Zamkal Didier. Le petit nom d'artiste est Zamba. Tout à fait. Parce que vous êtes également artiste musicien. Ah ouais, on ne cachera rien sur ce plateau. La journaliste, enseignante de philosophie, artiste musicien, directeur de publication, ça fait costaud. Est-ce que le voisin a également quelques casquettes qui pèsent? Hector Abia, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants. Vous êtes à la tête d'une organisation, une association, président national d'ailleurs, de Waste Solution and Management. Vous faites dans le domaine environnemental? Domaine environnemental, surtout dans la formation. Vous savez, aujourd'hui nous avons un problème lié aux déchets d'ordures ménagers et leur réutilisation, leur recyclage. Et pour ne pas seulement parler de tri ou de collecte, nous comptons, et nous le faisons au quotidien aussi, amener les Camerounais à recycler leurs ordures ménagers. Comment est-ce que nous le faisons? En faisant, dans la formation, à l'éducation des populations, comment réutiliser les ordures ménagers, soit en compost, soit en fertilisant et autres. Donc c'est notre travail au quotidien et nous espérons, hormis les casquettes des autres associations, nous espérons vraiment que les populations accepteront de suivre cet engagement citoyen, parce qu'au-delà du bénévolat et des bénévoles avec lesquels nous travaillons, il est question aujourd'hui que les populations acceptent
de ne plus jeter les ordures dans la rue, mais de les garder par devers eux, à faire en sorte, en attendant qu'on leur dise comment réutiliser cela pour rendre nos villes plus propres. Jean-Jacques, je voudrais aussi profiter de la parole d'Antam pour parler de quelque chose qui m'a ému tout à l'heure quand je venais sur votre plateau. Vous savez que dans les écoles primaires publiques aujourd'hui, c'était la période de remise des bulletins. Et en venant sur votre plateau, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui pleuraient, s'il faut dire. Oui, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur bulletin. Ah, la pension. Justement, on nous a pourtant dit que l'école primaire publique était gratuite. Et ça pose un véritable problème. Vous avez travaillé durant, disons, le premier trimestre et vous ne pouvez pas avoir votre résultat parce que la conjecture fait en sorte que vos parents ne puissent pas vous payer la scolarité. Quand vous arrivez, on parlait là de l'école primaire publique, de voir des enfants regroupés en train de pleurer. Quand vous leur demandez quel est le motif de leur désarroi, ils vous expliquent on ne peut pas montrer le bulletin à papa, on ne peut pas lui montrer qu'on a pu travailler. Donc c'est une invitation à ceux qui gèrent au pouvoir public de faire en sorte que les citoyens puissent pouvoir entretenir leur famille et pourquoi pas payer la scolarité de leurs enfants. C'est un problème qui touche vraiment la société camerounaise et ça fait très mal. Hector Abia, merci. Je rappelle que vous êtes également un homme politique. On ne dévoilera pas la casquette de votre parti politique ici. On comprendra certainement dans vos différentes interventions. Alors si l'école publique primaire est gratuite, il faut qu'elle soit effectivement gratuite. Que ce ne soit pas une gratuité de façade, parce qu'il y a toujours des manœuvres qui font dépenser. Maintenant, dans le privé, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher, les deuxièmes tranches et autres. C'est là-bas que la plupart des bulletins sont d'ailleurs confisqués dans le secteur privé. Accueillons également Daniel Nadibert, qui est ingénieur économiste. Il est auteur, il est enseignant, il est aussi un homme politique dont la casquette ne sera pas dévoilée pour le moment. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV qui sont très nombreux. Merci également de m'associer à ce débat parce que je connais bien ce studio dans une autre casquette comme coordonnateur national des professionnels du livre. Oui. J'interviens, on m'invite souvent à l'émission Boulevard de la Culture. Et donc j'en profite pour dire mes salutations et également mes souhaits de bonnes fêtes de fin d'année à tous les professionnels du livre et à tous les amoureux du livre. Puisque les professionnels du livre, c'est-à-dire éditeurs, imprimeurs, libraires, ne peuvent pas passer de bonnes fêtes si dans les cadeaux de fin d'année, il n'y a pas de livres. Donc j'invite également tous les parents camerounais à offrir à cette fête de fin d'année des livres à leurs enfants, des livres à leurs amis. Habituons nos parents à offrir les livres aux enfants. Clairement, merci beaucoup pour ce plaidoyer. Daniel Nadibert, j'ai bien prononcé ça? Tout à fait, Nadibert, ça vient du Septentrion. Ça vient du Septentrion, je suis de Touboro. De Touboro? Oui. Ah, et donc, on salue le maire. Oui, mes salutations à M. Yandal Célestin, le maire de Touboro, et à tous les frères et sœurs du département du Maoré. Ce département, j'ai lu quelques informations sur la taille de ce département. Vous tombez à propos, puisqu'on va parler de découpage administratif tout à l'heure. Le temps d'accueillir Dr Kounou Ndongo Gervais, qui est un homme politique, qui porte la casquette de militant du RDPC, communicant de cette formation politique. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous avoir. Aux téléspectateurs, merci une fois de plus pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau ce jour. Mais permettez-moi, allez-y, vous avez le droit, et puis nous sommes en décembre. De saluer mes grands maîtres du côté des universités. Mes grands maîtres, je le précise. Ils me regardent en ce moment. Il s'agit là du professeur Kesha Batam, du département de chimie inorganique de l'université de Yaoundé 1. Hier, mon encadreur de thèse, aujourd'hui, mon collègue. Je vois là le professeur Ndidjulou Sami, chef de département de chimie inorganique, toujours de l'université Yaoundé 1. Je ne saurais, n'est-ce pas, oublier le professeur Koto Daouda, toujours du département de chimie inorganique. Bon, je fais aussi un clin d'œil du côté de l'Est au professeur Abdul Rahman, chef de département, n'est-ce pas, de chimie
au niveau de l'école normale supérieure de Bertois, et le jeune professeur, n'est-ce pas, Tamafo Didier, toujours du côté de l'école normale de Bertois. Je vois également le professeur Abia Daouda du côté de Ngaoundéré. Je vous demande encore une seule seconde pour m'incliner, n'est-ce pas, devant la mémoire, ou alors les mémoires de deux grandes personnes qui ont perdu, n'est-ce pas, leur vie dans un accident de circulation entre la ville de Sa et le carrefour Obala. Il s'agit, n'est-ce pas, de monsieur Manga Bella et de Biaro Raphaël, tous des très grands agriculteurs. Ils sortent, n'est-ce pas, d'un village appelé, n'est-ce pas, Bilomo. Et qu'est-ce qu'on entend dans Bilomo? Bilomo est un village, n'est-ce pas, situé dans l'arrondissement de Mbangassina. Mbangassina même est dans le département du Mbamiki. Je demande toutes mes condoléances, n'est-ce pas, à la grande famille Bilomo. Le premier a entamé, n'est-ce pas, on l'a inhumé le week-end dernier en présence, n'est-ce pas, de monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Kalabilaï, l'élite du coin. Et il s'agissait, n'est-ce pas, de monsieur Raphaël Biaro. Et ce week-end, nous allons assister, n'est-ce pas, à l'inhumation de monsieur Manga Bella. Vraiment, paix à leur sang. D'accord, c'est entendu. Accueillons cette fois-ci, nous y sommes, hein, Albert Steve Owundi de la société civile. Steve, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. J'ai bien le chapeau. Merci. Merci pour l'amitié que vous me faites une fois de plus en m'invitant sur votre joli plateau pour, n'est-ce pas, apporter une fois de plus ma modeste contribution avec les co-discutants de ce soir pour parler des choses de la République. D'accord. C'est un plaisir. Quelqu'un t'accueille très mal sur le plateau. Hector n'a même pas attendu pour le bonsoir. J'ai pour la mise en bouche. Je ne suis pas d'accord avec M. Hector. La venue d'un enfant est un projet. Faire un enfant en se disant que les autres et l'État vont s'en occuper est un leurre. Les parents doivent être responsables et assumer leur parentalité. Ils doivent payer les études de leurs enfants. Vincent de Paul, qui vous dit que n'attendez pas que l'État vous fasse des faveurs. Si vous êtes engagé à faire des enfants, il faut bien vous en occuper. Sauf que l'État fonctionne avec des plaidoyers. Lorsque c'est quand même à un certain niveau, il faut bien qu'on s'entende là-dessus. Ça ne veut pas dire que les parents ne sont pas responsables. On prend un verre d'eau et on se retrouve pour la première thématique. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Merci à notre partenaire, la société Citracam, qui produit Source Bonis. On salue tout le personnel du côté de Bertois d'ailleurs. Alors, les conseils régionaux, c'est complet maintenant. Tous les bureaux exécutifs sont en place. Mais on a suivi les élections de ce côté. On ne revient plus sur le débat de discipline du parti ou pas. Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils sont à même de mieux travailler maintenant, que ça n'a pas été facile pour ceux qui ont été reconduits. La première mandature était celle de la découverte. Est-ce qu'ils ont droit à cette excuse, Hector? Oui. Vous savez, quand vous êtes en phase d'implémentation, d'une structure et qu'on a mis, je ne voudrais pas dire la charrette avant les chevaux, vous êtes dans un environnement très compliqué. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise. Les différentes sectorielles qui devraient accompagner les CTD dans son ensemble, pas seulement les régionaux, ne lâchent pas du lest. Elles ne sont pas disposées à faire en sorte qu'il y ait véritablement un transfert, que ce soit de moyens ou de compétences. Parce qu'il faudrait se dire que nous sommes dans un État qui vit extrêmement de corruption, qui se nourrit de corruption, et demander à ces fonctionnaires-là qui sont allaités à la mamelle de la corruption, de lâcher du lest, du tout au coup, ça fait en sorte que ça fausse le jeu. Ça c'est déjà ça. Maintenant, ceux qui étaient à la charge des premiers CTD avaient la charge de mettre sur pied la structure administrative. Vous savez, avec les rôles qui sont dévolus aux conseils régionaux, que ce soit la planification, la planification des zones régionales, l'éducation, entre autres, et on sont venus trouver
que le terrain n'était pas bâti. Parce qu'on aurait pu commencer par la base, faire en sorte que les différentes sectorielles commencent déjà à faire en sorte que les communes aient déjà le substrat pour que les conseils régionaux viennent maintenant chapeauter et organiser, planifier. Maintenant, dès que les communes n'ont pas reçu déjà le substrat, donc n'atteignent même pas les 15% dévolus par le code de la décentralisation, il est donc impossible aux conseils régionaux d'entrer et de botter le pied dans la fourmilière. Donc il fallait donc commencer à... certains ne savaient déjà pas quel était le rôle des conseils régionaux. Il fallait apprendre sur le terrain, un peu comme ce qu'on a dit, il fallait apprendre sur le terrain. Maintenant, savoir quelles sont les prérogatives du conseil régional, où sont les délimitations des compétences, comment est-ce qu'on manage avec l'État ultra centralisé, qui fait en sorte que les CTD n'ont pas la même mise sur leur programme, leur programme. Donc, on commence par là. Ils se sont butés à la forme de l'État. Parce que ce qui pourrait dire que le véritable problème, on ne peut pas être en même temps en État unitaire et décentralisé en même temps. Donc, si nous avons choisi la forme décentralisée de l'État, faisons en sorte que l'État unitaire disparaisse un peu et que l'agent du gouvernement qui est censé organiser ou encadrer les CTD joue son rôle d'encadreur ou de coordonnateur des CTD. Mais plus qu'on arrive, qu'on voit un sous-préfet omniprésent et un maire qui n'a pas droit de citer, qui arrive après le sous-préfet, bien qu'un gouverneur arrive, qu'un préfet, un président de région, le conseil régional arrive après le... Parce qu'il y a ce problème de préséance qui n'est même pas encore réglé jusqu'à présent. Dans certaines régions, on ne sait pas à quel moment intervient, où doit s'asseoir le président du conseil régional. Des fois, c'est après le préfet, des fois, c'est avant le préfet. Et on est totalement perdu. Même au niveau de la préséance, on n'a pas réglé l'impact même visible des conseils régionaux. Justement, c'est parce que l'État central ne s'est pas encore débarrassé, ne s'est pas encore mis de côté. Parce qu'il faudrait comprendre que l'État central doit se mettre de côté pour jouer un rôle de coordonnateur. Avoir un œil, un regard sur la gestion publique ou la gestion du service public qu'on a confié au CTD, mais ne peut être le garant in facto de ce service public. Donc, vous avez donc... On dit en conclusion qu'on peut comprendre les errements des premiers responsables des conseils régionaux. On peut les comprendre. On peut les comprendre et vu comme c'est parti, les seconds vont tomber dans le même piège parce qu'on va entrer maintenant dans les conflits de compétences. Parce que quand un président de région va dire à un gouverneur, vous êtes en train de marcher sur mes plates-bandes, ça va créer un choc. Et vous avez venu trouver un gouverneur qui a fait 15 ans. Aujourd'hui, vous lui enlevez un certain nombre de compétences pour le transférer en président de région. Il ne va pas se laisser faire. Puisque aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est d'abord que la préfectorale réduise l'omniprésence de ce qu'on appelle les chefs de terre. Donc, on ne sait pas de l'agent d'administration jusqu'au gouverneur, réduire leur présence qui est très importante aujourd'hui dans notre structure administrative pour faire en sorte que les collectivités territoriales décentralisées prennent le taureau par les cornes, puisque c'est à eux que sont devenues les tâches d'aménagement des territoires ou d'organisation, que ce soit de la vie éducative, socio-culturelle et touristique, puisque ce sont les CTD qui doivent organiser, surtout les conseils régionaux qui doivent organiser cela, qu'on leur donne dans la pleine mesure et qu'on leur laisse faire leur travail. D'accord, on va retenir cela. Ainsi, Albert Steve, on dit, est-ce qu'on comprend que ces responsables appellent à des circonstances atténuantes, que ça n'a pas été facile? Bon, déjà, je ne sais pas s'il faut leur accorder des circonstances atténuantes. Vous savez, le problème dans notre pays, c'est que très souvent, on met la charrue avant les bœufs. J'ai suivi le déroulé de mon frère tout à l'heure, lorsqu'il dit, par exemple, que on leur a donné la possibilité, n'est-ce pas, d'implémenter d'abord, à partir, je sais pas moi, d'une théorie, à partir du décret qui a été signé, on leur a donné la possibilité d'implémenter, n'est-ce pas, la réelle volonté des CTD du point de vue purement administratif. Je ne sais pas si je vais, si je dis exactement. Ils disent qu'il fallait d'abord avoir des structures. Voilà. Ils étaient SDF.
lorsqu'ils arrivent, ils ne savent même pas où loger. Il faut trouver où loger le conseil, par exemple. Voilà donc des gens dont le décret est venu donner un certain nombre de postes. On leur a donné le confort qui va avec. On leur a donné les salaires. Mais 5 ans après, les gros véhicules, 5 ans après, qu'on vient nous dire que non, on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Mais bon Dieu, l'argent de notre pays, c'est pour faire quoi au juste? Est-ce que c'est pour servir la population ou c'est pour, n'est-ce pas, récompenser les petits amis, les petits copains de gauche à droite? On ne peut pas prendre 5 de nos années pour dire que on a mis des gens à des postes, des conseils régionaux, juste pour venir faire la manœuvre administrative. Et maintenant, les populations qui ne font qu'en demander... Moi, je suis originaire de l'Océan, dans l'arrondissement de Lolodorf plus particulièrement, du côté de mon père, village Bikoka, de la mère, village de Ngoya. Mais il faut voir la misère avec laquelle nos populations de ce côté-là, n'est-ce pas, gèrent le quotidien. On aurait aimé, parce que quand le décret sur les conseils régionaux arrive, on a dit, bon, peut-être l'État centralisé va essayer d'ouvrir les vannes de développement au plus profond de nos villages. Mais que jusqu'ici, on vient nous dire que non, ils ont eu 5 ans, juste pour essayer de prendre la température, voir ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour la nouvelle mandature. Maintenant, ils vont se mettre au travail. Mais, je ne sais pas, c'est jouer un peu avec l'avenir des Camerounais. Est-ce qu'on est d'accord que c'était un peu mettre la charrue avant les bœufs? On connaît les conseils régionaux qui ont reçu leurs 3 milliards de francs CFA et ne savaient pas comment gérer ces 3 milliards. Ils ont décidé de partager à l'Est, par exemple, sur les 33 arrondissements. Chacun a pris sa part en proposant son projet. Tu prends tes 30 millions, tu peux faire ton projet, tel prend ses 30 millions et on verra l'année prochaine. Jean-Jacques, je crois que la Constitution de 96, n'est-ce pas, prévoyait déjà les conseils régionaux. Oui. Ça veut dire que les gens qui ont été commis à ces postes-là savaient déjà, en fait, je le présume, hein, qu'ils savaient déjà ce qui a lieu de faire de manière concrète sur le terrain. Une fois le décret arrivé, on n'a plus besoin de balbutier, on n'a plus besoin de tergiverser sur qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes compétences. Ils le savaient déjà depuis parce que c'est une disposition constitutionnelle depuis 96. Moi, vraiment, je n'ai pas d'excuses à trouver à ces gens-là. Je trouve que on a distrait notre argent comme à l'accoutumée, comme on en fait un peu partout. Et aujourd'hui, il faut qu'on vienne nous dire, non, il faut leur trouver des mais les bilans ne sont pas totalement nuls, hein. Mais les bilans, ils vous ont donné les bilans. Moi, jusqu'ici, je ne sais pas. Dans ma région du Sud, je ne connais pas un bilan que le président sortant, monsieur Hélène va, je ne sais pas, Emmanuel, voilà. Emmanuel, je ne sais pas ce qu'il peut nous dire concrètement. Est-ce que vous savez que de Lolodorf à Ebolova, la route est complètement catastrophique? Sur une quarantaine de kilomètres. Sur une quarantaine de kilomètres. Je ne parle pas de Lolodorf, Kribi, au niveau de Grand Zambi, Bingambo, on a un tronçon à peu près de 40 km qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore bitumé. Mais qu'est-ce que concrètement ceux qui sont pas, quel est le bilan? Est-ce qu'ils ont pris quand même le soin parce que c'est l'argent public qu'ils ont géré? Mais dans ce que Steve est en train de dire, il y a également la répartition des rôles parce que si les missions ne sont pas clairement connues, déjà au niveau des conseils, au niveau des populations, on ne sait pas qui doit faire la route. Par exemple, Lolodorf Kribi, est-ce que c'est de la compétence du conseil régional ou pas? Quand le législateur, n'est-ce pas, prévoyait les conseils régionaux, il a établi clairement les missions des uns et des autres. À quel niveau tel peut intervenir, à tel autre il ne peut pas intervenir. Moi, je crois que c'est clairement défini. Il faut lire la Constitution de 96. Il faut lire même le décret, n'est-ce pas, qui met en place les conseils régionaux. Leurs missions sont clairement définies. Donc, vous ne trouvez pas d'excuses? Aucune excuse. Daniel, vous pensez quand même que Steve est un peu dur avec les conseils régionaux pour la première mandature? Je pense que il n'est pas dur, mais c'est un problème de casting. C'est un problème de casting. Moi, lorsque j'observe les différents membres des conseils régionaux, j'ai l'impression que les Camerounais ont cru que c'est une seconde chance pour les retraités. Ou alors, peut-être parce que les jeunes ont démissionné,
les jeunes ne se sont pas intéressés, n'est-ce pas, dans le combat pour s'accaparer, n'est-ce pas, la gestion des conseils régionaux. Et une fois que ceux-là qui ont pris la retraite entrent dans les conseils, leur avenir c'est derrière. Ils ne s'intéressent plus à comment faire pour faire développer la région. Ce qui les intéresse, c'est comment faire pour s'occuper de leur santé, comment faire pour avoir les honneurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le casting aussi joue un rôle très important. Et je pense que c'est de la responsabilité des jeunes de commencer à s'intéresser à la chose publique. Parce que un jeune sait que s'il commet l'erreur, l'avenir c'est encore devant lui. Il a des comptes à rendre. Mais celui qui a l'avenir derrière lui, il s'en fout. Donc, il faut que les jeunes ne restent pas là à croiser les bras pour attendre que la solution tombe du ciel. Les jeunes doivent s'engager. Et si les jeunes s'engagent, je pense que les choses peuvent changer. Alors vous parlez de casting, Katimeba a dit que ce n'est pas la maison de retraite, les conseils régionaux. On a failli également avoir ce cas-là du côté des Bolova. Antoine Bikoro a déclaré lui-même qu'il n'était pas préparé à l'affaire là dont son nom serait venu dans cette enveloppe et qu'il allait quand même parler puisqu'il défend le parti. Ça veut dire que si on s'était retrouvé avec Antoine Bikoro à la tête de la région du Sud, lui-même n'a pas un projet. Il ne s'y attendait pas. C'est des cas qu'on a peut-être connus à travers la méthode d'investiture ou ce qu'on appelait les enveloppes kaki, voilà, qui sont postées de Yaoundé. C'est exact, parce que qu'est-ce qui se passe? Je rejoins un peu quand elle dit que ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, au lait, n'aimeraient pas se séparer de ça. Donc dans leur casting, ils veulent positionner des protégés afin de continuer, n'est-ce pas, à profiter non seulement du pouvoir central, mais également du pouvoir décentralisé. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les jeunes s'engagent. Si les jeunes s'engagent, en ce moment-là, ceux qui font le casting, parce que ça les intéresse, leur jeu sera exposé. Mais lorsque les jeunes ne s'engagent pas, en ce moment-là, mais on continue à imposer à la jeunesse, on continue à imposer, n'est-ce pas, l'avenir du pays à d'autres. D'accord, vous venez du Nord, on avait reçu le président du conseil régional du Nord qui a été reconduit d'ailleurs ici avec 88% pratiquement des suffrages. Et tous les messages qu'on recevait du Nord semblaient dire que lui il travaille bien. C'est d'ailleurs le seul dans le septentrion qui a été reconduit. La Damawa s'est tombé, l'extrême Nord s'est tombé, c'est le Nord seul qui est resté. Les témoignages sont fleuves sur la qualité du travail là-bas. Ça veut dire que d'autres peuvent s'en sortir. Pourquoi est-ce que on devrait accorder des circonstances atténuantes alors qu'on voit qu'il y en a qui ont fait quand même un assez bon travail? Je pourrais vous dire que... Oui, Jean-Jacques Zé, tu sais, bon, vous savez, il faut dire des choses aux Camerounais. On ne peut pas analyser la question des conseils municipaux, des conseils régionaux, si on va prendre en compte la question de gouvernance et de système. Nous sommes ici sur un problème systémique, vous voyez. Parce que je vois bien la thématique conseil... Je ne vais pas interdire à Parfait Zambo de mettre Vianlandé à l'antenne, parce qu'elle nous sert un bon verre d'eau de sauce Bonis. On fait la télé-réalité, merci. On fait la télé-réalité, voilà, d'accord. De l'eau, de la bonne eau. Merci beaucoup. Oui, Didier Zanka. Alors, je disais, nous sommes sur un problème systémique. Alors, vous voyez le modèle, le mode de désignation de ces exécutifs régionaux, comment il s'est produit. Alors, l'organe politique qui a le maillage territorial des conseils régionaux Cameroun, le RDPC, a décidé que les anciens exécutifs doivent être reconduits. Alors, dans ce modèle de désignation de responsables de CTD au Cameroun, des responsables administratifs locaux qui sont parachutés du haut, comment est-ce qu'ils se sentent d'abord déjà concernés par les problèmes des populations? Ils ont des comptes à rendre à qui? Ils ont naturellement des comptes à rendre à ceux qui leur ont donné, n'est-ce pas, les postes et les fonctions. Ça revient à ce qu'il dit les conseils, le casting est une question de retraités,
des gens qui ont besoin d'aller se faire une petite santé financière, des gens qui ont besoin de vivre un peu après avoir travaillé, après avoir occupé de hautes fonctions dans l'administration. Et lorsqu'il parle de la jeunesse, quelle jeunesse? Quelle jeunesse? Quand est-ce qu'elle va prendre part à ces fonctions administratives-là? Quand est-ce qu'on va lui accorder ces fonctions administratives? Alors il y a ce problème systémique. Lorsqu'on dit conseils régionaux, plus d'excuses, moi je crois qu'on se trompe. On est là, l'autre avait écrit « L'Afrique est mal partie ». Mais je crois que c'est le Cameroun qui est mal parti cette fois-ci. Parce que si on a pris 5 ans avec des gens qui disent « Accordez-nous des circonstances atténuantes ». Parce que cette affaire-là, c'était mal défini, nous ne comprenons rien au départ. Mais c'est une belle excuse. Bon, maintenant, l'excuse, c'est qui? La belle excuse, c'est pour les acteurs. Parce que c'est des personnes qu'on a mis là, sachant que en amont, rien n'a été fait pour préparer les conseils régionaux, mais on les a quand même mis là. Et là, qui les met? C'est le système gouvernant. En les mettant, est-ce que le système gouvernant leur donne en même temps les moyens de travailler? Est-ce qu'il y a eu le transfert des compétences, mais qui est bien inscrit dans la loi des CTD? Est-ce qu'il y a eu ce transfert-là? Est-ce que ça a suivi? Quand ça ne suit pas, qui a regardé et qui a dit, nous avons déjà des conseils régionaux depuis décembre 2020, nous allons déjà à la 5e année, nous pensons que le ministère sectoriel ne transfère pas les compétences. Qui a regardé? Mais celui qui doit regarder ne l'a pas fait. Le Sénat qui représente les collectivités territoriales décentralisées est resté à fond, totalement sourd, aveugle et muet face à cette situation. Alors justement, dans cette dynamique d'un système qui ferme les yeux, qui veut fermer les yeux, qui refuse de voir les doléances, les désirata du peuple camerounais qui souffre et qui attend. Parce que les Camerounais ont quand même posé beaucoup d'espoir en ce conseil régional. Vous voyez, je me souviens lorsque en 2019, on a eu le grand dialogue national qui a résulté de la question du problème qui est devenu le problème de nos eaux. Voilà. Et l'une des grandes conclusions, c'était l'effectivité de la décentralisation au Cameroun. Les Camerounais y ont fondé beaucoup d'espoir. Les communautés territoriales, les mairies y ont fondé beaucoup d'espoir. Et en fin de course, après 5 ans, on dit aux Camerounais, écoutez, on était à l'essai, hein? On était en train d'essayer la machine administrative, il faut que les acteurs, et pour cela, ceux qui étaient là, c'est mieux que c'est eux qui continuent encore, parce qu'on se dit que maintenant, ils ont acquis un peu quelques compétences, mais à quel moment, bon Dieu, on vient parler de compétences au conseil régional? Est-ce que dans un état sérieux, c'est à ce moment, c'est dans la mise en pratique qu'on vient parler d'implémentation, qu'on vient parler de réflexion? C'est prévu depuis 1996. Alors, Monsieur Jean-Jacques Zé, c'est le Cameroun qui doit changer, c'est le système qui doit changer, c'est le gouvernement qui doit changer, parce que sinon, ces 5 ans encore, le Cameroun est mal parti. D'accord, docteur, à écouter les uns et les autres, c'est un peu difficile. Hector a essayé d'être mitigé dans sa façon de voir, de laisser les portes ouvertes à quelques circonstances atténuantes. Les autres semblent être un peu durs, mais on a quand même écouté les conseillers régionaux qui ont quand même construit 2 salles de classe par-ci, qui ont offert par là quelques petites choses. Ils se sont quand même débrouillés avec le peu de moyens qu'ils ont reçus. Oui, Jean-Jacques Zé, vous êtes vraiment sur le chemin en donnant quand même le bilan. Oui. Parce que là, je me rends compte qu'il nous faut porter les lunettes comme vous. Et personne ici n'a des lunettes. S'il faut voir avec des lunettes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument rien. Ou ils voient et ils font semblant de ne rien voir. C'est bien beau. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez bien critiquer ce qui est à l'intérieur. Quand vous n'êtes pas aux commandes, c'est bien évidemment, il est clair que tu critiques ce que fait l'autre. Moi, je n'ai pas de lunettes.
Vous voyez Mais le bilan quelque part. je vois quand même des choses quelque part. Je reviendrai là-dessus. On en vit vos yeux. Je voudrais déjà dire d'entrée du jeu que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par, n'est-ce pas, le biais de son président national, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il faut déjà lui dire merci, a transformé, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, une promesse constitutionnelle en une réalité institutionnelle. Ça, il faut déjà lui dire merci. Oui, nous avons 10 régions d'après l'article 61 de notre Constitution. Nous avons 10 régions. Nous avons 10 conseils régionaux. C'est clair. Le RDPC, et j'ai même envie de dire ceci, nous avons 10 conseils régionaux, ce qui veut dire en d'autres termes que nous avons 10 leviers de développement local. On est d'accord. Là, on est d'accord. Oui, sur le papier, c'est bon. Non, pas sur le papier, c'est pas vrai, Jean-Jacques Zé. Mais je veux pas avoir les lunettes. Je voulais rester mais sur apparemment, vous voulez déjà glisser. Ça ne peut pas sérieux. Revenons sur... Alors, qu'est-ce que je vais donc dire? Le RDPC ne parle pas de décentralisation. Le RDPC l'a fait. C'est fait. C'est clair. Mais ça, il faut l'accepter. Même si les 15% La existent encore. décentralisation, c'est vous qui le dites. La décentralisation n'est plus une théorie. Wow. Bien évidemment, la décentralisation, c'est déjà la pratique. Imaginez-vous, quand vous êtes dans un laboratoire, moi dans mes laboratoires, c'est la pratique, on pratique. Mais le même Paul Biya, dans plusieurs de ses discours, a appelé à l'accélération de cette décentralisation, parce qu'il observait quand même qu'il y avait de nombreux goulots d'étranglement. Justement, Jean-Jacques Zé, quand il parle de l'accélération, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Oui. La porte est S'il ouverte. parle déjà, s'il parle déjà de l'accélération, c'est parce qu'il voudrait que les choses aillent plus vite. Le continent est Mais là. ça veut dire qu'il y a déjà la chose. Le continent Je voudrais est là. donc Parce que vous- le oui. contenu y est. Je voudrais donc vous dire que l'avenir, Jean-Jacques Zé, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent et non les... ne me prêtez pas les mots contenant, contenu et tout ça, non. D'accord. Permettez que j'aille jusqu'à la fin de mon D'accord. déroulé. Nous sommes Justement. déjà en pleine décentralisation. Je voudrais donc dire, parce qu'il fallait avoir présenté même le bilan, je pense que quand je reprendrai, n'est-ce pas, C'est le plus important. oui, On a je besoin des vais éléments démontrer, Qu'on je ne vais voit pas. démontrer ce que vous ne voyez pas. Grave. Je vais démontrer mathématiquement. Alors, je voudrais donc dire ceci, Jean-Jacques Zé, que l'avenir du Cameroun, c'est la décentralisation. On est d'accord là-dessus. Là, on est d'accord L'avenir là, on est- de notre on est cher d'accord, on est d'accord dans les pays, théories. On veut c'est, du concret. n'est-ce pas, Oui. la régionalisation. Nous allons donc revenir, n'est-ce pas, sur le bilan. Tout ça, Jean-Jacques Zé, on ne peut pas vous donner, vous avez parlé de combien de milliards? 3 milliards. Oui. Même si vous êtes de mauvaise foi, soyons sérieux. Vous allez faire quelque chose. Ils ont fait. Je parle bien de M. Timi Evuna. Dans Au le niveau centre. du centre. D'accord. Moi, je suis du centre. Le département du Mpamekim A bénéficié de quoi? Bangassina. Je vais revenir. Non, on n'a pas le temps, il faut y Non, aller. on aura le temps, C'est on aura là où le on attend, on n'a pas tout le Non, temps. je vais revenir, vous allez me redonner mon temps. Attendez, vous attendez les C'est messages, plus vous attendez le important. soufflet. Donc, Ah, si je voulais d'abord... fait. Non, je voulais d'abord planter le décor. Alors, Et je l'ai déjà Bangassina, fait. si vous avez le Déjà- numéro de téléphone du docteur, envoyez vite quelques réalisations. Non, je n'ai pas dit que c'est au niveau de Bangassina qui a eu des réalisations. Je parle du département. Voilà. Voilà, si je parle du département, D'accord. et je vais énumérer ce qui a été fait au niveau, n'est-ce pas, du département. Pourquoi vous ne du le faites pas Bangui. maintenant? Parce que vous avez la possibilité de Ok. le faire. Pour qu'on avance. Merci. Sinon, on restera dans les théories. Oui, comme je l'ai dit, c'est la pratique. Oui. La décentralisation est effective. Alors, quand nous voyons un peu le département du Mbamekim que je connais mieux, le conseil régional a fait quelque chose.
Quoi? Allons dans l'arrondissement de Yoko. Vous allez trouver, n'est-ce pas, un lycée technique construit et équipé par le conseil régional. C'est peu ça? À Yoko. Juste, si nous prenons simplement le cas du département, de Yoko, qui est, n'est-ce pas, un arrondissement. Allons toujours dans l'un des arrondissements du département du Bamikim, Ngambechika. Je dis, allez sur le terrain, ne restez pas dans vos bureaux. Parce que tous ceux-là qui parlent il y a eu un pont qui a été construit, un pont de 14 mètres de long. Et au jour d'aujourd'hui, vous révélez du côté de Mangasina, entre Mvundu, nous voyons Ngila, Yangila et Ngoro. La route est en chantier. Vous pensez que c'est peu? Pour un début, c'est quoi, le reprofilage ou bien le bitumage? Le reprofilage, comme vous dites. Ouais. Alors, quand on essaie un peu de voir ça, moi j'y vais, je me renseigne. C'est pour ça que j'ai tous ces éléments. Et ils sont ici, ils parlent. D'accord. Ils ne veulent pas aller rencontrer, n'est-ce pas, les présidents, n'est-ce pas, des conseils, des différents conseils régionaux. Ils vont vous donner le bilan clair. Et à ce moment, vous n'aurez pas besoin des lunettes. Hector, là maintenant, vous allez mieux voir. Voilà un exemple. Voilà des exemples concrets quand même qui montrent qu'il y a quelque chose qui peut être fait ou qui est fait. Justement, dans ma première prise de parole, je n'ai pas dit que rien n'a été fait. Oui. Je vous ai juste dit que pour que le travail soit efficient, il aurait fallu un certain nombre de préalables. Et c'est ces préalables qui manquent. Je prends un cas simple. Dans la loi de, je pense, 2004, numéro 2004, 019 du 22 juillet 2004, qui donne véritablement les prérogatives des conseils régionaux. Je pense que c'est cette loi-là. Il est dit, les prérogatives sont clairement données. Maintenant, vous demandez à des personnes qui n'ont, comme on l'a dit tout à l'heure, pas de bâtiment, qui n'ont pas qui n'ont pas de bâtiment, oui. Qui n'ont pas de comment il veut dire ça, qui n'ont pas d'employés, de mener des activités sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous arrivez? C'est d'abord créer l'ossature du conseil régional. Regardez les différents pans de l'administration qu'il faut mettre sur pied. Et maintenant, on dit souvent c'est le second mandat qui est souvent un mandat de concrétisation. Oui. Bon, maintenant nous sommes dans un environnement politique très compliqué. Un environnement politique de positionnement. Tout à l'heure, l'aîné parlait de mauvais casting. Réel, c'est que ce soit dans les conseils municipaux, pour ceux qui sont du parti au pouvoir, les castings ont toujours été mauvais. Toujours. On pourra pas se plaindre. Toujours été mauvais. Maintenant, quand vous devez mettre sur pied l'ossature d'une administration, on ne vous attend pas directement aux réalisations, puisque les réalisations doivent se suivre. Qu'est-ce qui doit suivre? Vous devez faire la planification. Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par là, mettre en place d'abord toutes ces structures et puis arriver à la composition des conseils régionaux? Pourquoi nommer des gens qui doivent eux-mêmes venir construire là où ils seront installés? Pas nommer, élire. Bon, voilà. Pas nommer, élire. C'est là peut-être pas totalement innocent. Bon, justement, c'est pour ça que non, justement, c'est pour cela que je disais à l'antenne de mon propos, que l'État du Cameroun est un État spécial dans la mauvaise gestion des affaires publiques. Pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de mettre la charrue avant les bœufs. Quand vous demandez à des personnes, on nomme, par exemple, on crée un lycée, pas de site, pas de bâtiment. Après, on vous nomme un proviseur, on vous nomme un censeur. Pour qu'il fasse quoi? C'est lui qui doit arriver, commencer à... Vous avez des exemples? Moi, je venais de parler avec exemple. Mais la plupart des établissements du secondaire sont créés sur le papier. On nomme même les gens avant. L'université commencer par les parents. Les parents, le fait d'avoir arrivé sans bâtiment. Ils sont en train de squatter de gauche à droite. Et ils font quoi à l'extérieur parce que connaissent les salles de gauche à droite. Ça, c'est la particularité du Cameroun. Docteur, quand vous nous vous écoutons. Oui, allons-y. Parce qu'il faut dire des choses claires au Cameroun. Nous parlons de notre pays. Ceux qui veulent les exemples ont les exemples à portée de main dans la rue. Même l'université de Bertois, c'est la même chose. Apparemment, c'est 5 contre 1.
C'est ce que je constate. Non, Allez-y. Non, je ne m'attaquais pas à vous. Moi, je suis même plutôt en train de défendre l'État. Comme vous êtes en train de gesticuler. Non, je suis en train de dire une chose. Il faudrait donc que dorénavant, avant de créer des structures, qu'on crée on passe l'ossature de la structuration, et maintenant qu'on leur dise, vu le cahier des charges qui vous a été dévoué par l'État, voici ce que nous avons déjà mis à votre disposition, voici ce que vous avez à faire. D'accord. Vous avez... on l'a vu même avec le Sénat, qui a été créé sans domicile fixe jusqu'à présent. Ils sont nombreux. Un bâtiment que le Conseil économique et social a construit. Là, on peut citer, à l'appel, on peut citer un bon nombre. Donc, pour les conseils régionaux, le véritable problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'abord, et j'insiste sur ce point, une discussion sur la forme de l'État. C'est le préalable. Jusqu'à présent, l'État unitaire décentralisé ne vous convainc pas, ou trouvez cela paradoxal? C'est le préalable, Jean-Jacques. Oui. Pourquoi? On aime à le dire. Le Cameroun est une Afrique en miniature. Pourquoi le Cameroun est une Afrique en miniature? Par la mosaïque des cultures, des peuples et des peuplements. Nous avons eu la malchance d'être sous tutelle de deux puissances coloniales qui ont fait en sorte qu'à leur départ, nous ont mis sur un triangle où on ne se connaissait pas. Tout ce qu'on sait des uns des autres, ce sont les a priori, ce sont les préjugés. Et maintenant, nous sommes appelés à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons fédérer les peuples pour qu'on ait un avenir commun et viable. Pour cela, vous ne pouvez donc pas décider de mettre des gens ensemble, faire un découpage administratif sur la base de match et autres qu'on ne sait donc pas, qui fait en sorte qu'il crée des problèmes. On va le voir tout à l'heure dans la réorganisation administrative. Ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, dès qu'on change la forme de l'État et qu'on donne aux collectivités territoriales décentralisées la pleine mesure de leur autogestion, on aura une république qui aura un autre souffle de vie. Et pour cela, tant que l'État central ne sortira pas de CTD, vous allez, les prochains conseils régionaux, ou bien les prochains exécutifs communaux, vous diront les mêmes choses. Tous les maires se plaignent. Il n'y a aucun maire au Cameroun qui ne se plaigne de la présence, de la très grande présence de l'État central. Donc, ce qui fait en sorte que les conseils régionaux, on aura, selon votre carnet d'adresse, que vous pouvez avoir un déblocage financier. Oui, c'est comme ça. Le du RDPC qui peut passer un coup de fil à qui il veut et lui il a des facilités. Les autres n'ont pas cette chance-là. Ils n'ont pas cette chance-là. Donc c'est votre carnet d'adresse qui vous permet d'avoir soit pour le déblocage, soit pour les marchés publics, avoir de l'argent pour ceci, pour faire cela. Si vous êtes un anonyme, comme l'aîné parlait des jeunes, on va vous faire tourner. Il faut voir comment les élus locaux dorment dans les bureaux des responsables des sectoriels. Pourquoi on signe le petit papier pour qu'ils aillent défendre leur collectivité territoriale décentralisée? Parce qu'on a l'impression, merci beaucoup, que c'est une faveur qu'on fait à ces CTD-là. Si vous n'avez pas le bon réseau, ça devient difficile. Alors les conseils régionaux, l'organe délibérant de la région, va travailler beaucoup dans ce second mandat parce que la première promotion de la NASLA va aider ses exécutifs dans la mise en œuvre du bien-être et de la population locale. Les choses vont changer cette fois-ci. On annonce qu'avec la première promotion de la NASLA, l'école qui s'occupe de l'administration locale à Bouya, que maintenant les choses vont changer. On est d'accord que la charrue a été mise avant les bœufs sur ce point-là. Bonsoir. Les conseils régionaux, ils sont eux. Ils ont eu un mandat de 5 ans, les 5 dernières années, avec un budget bien déterminé. Le bilan est à quel niveau? Les recrutements sont passés comment? Moi qui vous écris, j'avais déposé mon dossier au conseil régional du centre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien. Mais les bureaux sont remplis. Le recrutement est passé quand? Sur ce plan, sur le plan de la dotation, de la décentralisation, les grosses voitures, les gros salaires, vraiment le projet de la décentralisation a échoué. J'avais suivi un conseiller régional au nom du professeur d'université en disant qu'ils sont à l'école
pour étudier la décentralisation. Je dis bien un professeur d'université. Vraiment, le grand RDPC se moque finalement des Camerounais pour dire que beaucoup sont venus apprendre déjà sur le terrain. Alors, bonsoir. Le lycée de Mbopi n'a jamais vu le jour. Pourtant, on voit même nommer un proviseur là-bas de nos jours. C'est les agences de voyage qui sont dans le site du lycée de Mbopi. Bonsoir Jean-Jacques et à tout ton panel. Comment le monsieur sur le plateau peut dire que les jeunes ne s'engagent pas quand l'enveloppe kaki vient de Yaoundé avec le nom de la personne qui doit être président pendant que les jeunes sont au conseil. Mariotte à Douala. Après, on leur dira la discipline du parti. Le lycée de Mbopi, vous l'avez dit, n'a jamais vu le jour et que c'est transformé à autre chose maintenant. Pour ceux qui disaient qu'on ne crée pas sur le papier avant. Bonsoir, Gisette, et à tout votre panel. S'il vous plaît, dites aux représentants du RDPC qu'ils nous fassent gagner en temps. C'est Emmanuel Etel de Nkwabang. Il faut aller vite. Lorsque vous avez des exemples concrets, allez-y vite sur ces exemples-là. Bonsoir. Ce monsieur qui vient parler du RDPC, j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Après 5 ans de mandature de ses conseillers, qu'ont-ils fait? Voilà au Burkina Faso, un jeune en moins de 4 ans fait ce que nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas pu en 43 ans, mais les gens viennent nous bourrer les oreilles. JP Niam du côté de Yaoundé, on imagine la douleur de ses oreilles. Alors, bonsoir tout le panel, particulièrement ce grand frère Zamba qui m'a appris à chanter l'hymne de la GEC. Ah non, vous êtes de la GEC. Oui, j'ai été servi comme à la GEC. Avec Cathy. Tout à fait. Cathy Meba. D'accord. Félicitations à toi, Jean-Jacques, pour le choix de la thématique à l'ordre du jour. S'agissant des conseils régionaux, il n'y a pas lieu de parler d'excuses, encore moins d'envisager qu'il y en aura à l'avenir. Les conseils régionaux ont été mis en place par Paul Biya, dont la politique de décentralisation pour jouer un rôle actif et concret dans le développement local, qu'ils soient à leur premier mandat ou non. Dès lors qu'ils ont bénéficié des moyens, ils ont une obligation claire de produire les résultats. Par ailleurs, la reconduction de la majorité des présidents des exécutifs régionaux pour un second mandat ne relève pas des circonstances atténuantes, contrairement à ce que laisse entendre le représentant de la société civile. Elle traduit plutôt une présomption de compétence. Ces responsables ont appris dans la difficulté le transfert de compétences et aujourd'hui, ils disposent d'une pleine maîtrise des mécanismes institutionnels et des enjeux territoriaux. En conséquence, il n'y avait pas d'excuses hier, il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas demain. Ce qui est attendu désormais, ce sont des résultats visibles, mesurables et bénéfiques pour les populations. C'est Jean-Calvin Mindim depuis Berthois qui nous habitue un peu à ces exposés assez pertinents d'ailleurs. Bertrand Bama, tu me dis dans quel bar tu te trouves, je t'ai demandé quoi. D'accord, je suppose que vous suivez l'émission étant dans ce bar-là. Pour revenir sur la thématique Zamkal Didier, pas d'excuses, excuses quand même. Notre ami Mendim de Berthois est radical, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Il faut travailler. Ce qu'il faut dire pour qu'on soit en face, c'est que les gens doivent travailler. Les conseils régionaux, du moins ceux qui ont accepté à l'heure d'aujourd'hui de prendre ces affaires en main, de prendre la destinée des Camerounais, des millions de Camerounais en main dans les régions, doivent se mettre au travail. Alors ce qui veut dire que c'est vrai, ce sera difficile avec l'État central de faire bouger les choses. Ce sera difficile d'avoir le transfert des compétences. Avec cette chèvre qu'on a donnée en retenant la corde. Oui. Cependant, ils doivent quand même faire preuve d'inventivité, de créativité. Nous pensons à des conseils régionaux qui doivent quand même sortir un peu des sentiers battus, oui, n'est-ce pas, des actions, des compétences locales. Nous avons vu des conseils régionaux qui sont un peu partis, qui ont été dans la continuité des mairies. Il fallait construire des salles de classe dans un lycée, offrir des tables bancs dans tel lycée, ou équiper tel lycée technique. Voilà un peu en gros. Et puis il venait de le dire, mon ami, le docteur, pour vanter le RDP. Bon, je ne suis pas là contre le RDPC, mais nous parlons de ce qui est vrai. Nous parlons pour vanter les réalisations du conseil régional du centre, le lycée de Yokadoma. Il faut saluer. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? De Yoko dans le département du Maroc, le lycée technique. Très, très bien. Mais il faut penser au-delà.
il faut penser à la question d'emploi jeune. Il faut penser à la création d'entreprises. Pourquoi les conseils régionaux ne peuvent pas, dans une dynamique camerounaise, on connaît quand même les grandes zones industrielles, dans le découpage camerounais, on sait par exemple qu'à l'Est, on a le bois, on a les mines. Pourquoi ne pas penser à une création industrielle locale, mise sur pied par le CTD, par le conseil régional, pour employer les jeunes de là-bas et avoir des revenus pour mener des projets. Ce sont des résidents du classique. Non, nous sommes restés... parfois avec les activités du maire de la ville, lorsqu'il est dans une grande ville, on ne sait plus trop qui doit faire quoi. On n'innove pas. Il faut innover. Oui. Il faut innover. Ces gens doivent innover. Ils ont obligation de résultats. Parce qu'il faut quand même qu'on avance. Le président Paul Biya, qui aime ce pays et qui aime beaucoup les Camerounais, qui veut la paix, a préféré, n'est-ce pas, que dans cette dynamique, sa vision, n'est-ce pas, que ceux qui ont commencé avec les moindres les difficultés, les lacunes qu'on leur connaît et qui leur accorde des circonstances atténuantes puissent continuer. Cependant, il leur demande de travailler. Alors, ils doivent s'occuper du développement économique, la promotion des PME, vous le disiez tantôt, l'organisation par exemple des foires et salons, promotion de l'artisanat et du tourisme, ça fait partie du cahier des charges des conseils régionaux. Au niveau de l'éducation et la culture, gestion des établissements scolaires et culturels, santé et sociale, création et gestion des centres sanitaires, appui aux formations sanitaires et établissements sociaux, des questions environnementales, là vous êtes concernés, gestion, protection et entretien des zones protégées et des sites naturels, aménagement du territoire. Ils doivent proposer l'élaboration et l'exécution des plans régionaux de développement. Les missions sont nombreuses et on se rend compte que jusqu'à présent, on est beaucoup plus resté sur quelques tables bancs. Parfois quelques établissements, si c'est créé à Yoko, tant mieux, on salue cela. On ne sait pas que le champ est vaste. Oui, le champ est vaste, mais c'est peut-être parce que les Camerounais ne lisent pas beaucoup et les conseillers régionaux ne lisent pas beaucoup. S'ils lisaient, ils allaient voir que dans le livre vert de la décentralisation, justement, toutes ces missions-là sont bien définies. Et il était question maintenant de voir comment on utilise les compétences. C'est-à-dire, si les conseillers régionaux, on ne leur demande pas de tout réfléchir par eux-mêmes, mais c'était à eux de faire appel à des compétences, lancer des appels d'offres, pour déjà évaluer dans chaque région les potentialités et les opportunités qui peuvent découler de ces potentialités-là. Si je prends le cas par exemple du Nord, le Nord a plusieurs zones de chasse. Vous avez le parc de Boubandjida, le parc de la Benoué, et vous avez également au niveau de Guidère un site touristique qui est merveilleux. Maintenant, comment on fait pour associer les investisseurs dans la promotion de la destination Nord pour que cela puisse générer le trafic et que cela crée de l'emploi? Parce que les investisseurs veulent bien peut-être aller construire des hôtels, construire des restaurants. Mais s'il n'y a pas un flux de visiteurs, ça ne va rien donner. Et donc le rôle de conseiller, c'était peut-être pas de faire tout ça, mais de dire, ok, nous avons nos universités. Est-ce que nous pouvons demander à l'université des Garoua, faculté de sciences économiques et de gestion, où il y a des spécialistes de marketing, d'économie et autres là, est-ce qu'ils peuvent nous aider à concevoir des produits pour attirer les investisseurs dans le Nord? Nous avons le coton que nous cultivons. Mais le coton n'est pas transformé au Nord. Pour quelle raison? Est-ce que nous ne pouvons pas négocier avec les investisseurs, créer des conditions attrayantes pour permettre donc aux investisseurs d'arriver, de s'installer, pour créer des usines textiles, des usines de filature, afin de
que le coton ne soit pas seulement vendu comme matière première, D'accord. mais comme produit fini, parce que c'est là où ça crée de la valeur. Donc moi je pense que il faudra qu'on encourage nos conseillers régionaux, nos exécutifs régionaux, à ne pas compter seulement sur eux, mais à avoir l'humilité de demander du service à ceux qui ont de la science, pour que ceux-là puissent les On devrait quand même attendre que accompagner ces davantage. conseils régionaux organisent par exemple un forum pour le développement de telle région, associer toutes les expertises nécessaires pour élaborer ce plan de régional de développement qui est des bases, qui montrent quand même qu'il y a des gens qui ont certaines volontés et non de fonctionner comme les faux mecs qui attendent les centimes additionnels communaux du matin au soir. Il y a du travail à faire, Steve. Bon, il y a du travail à faire, comme vous le dites, mais encore que Steve. il faudrait véritablement que qu'on mette des gens à la place qu'il faut. Oui. Vraiment. C'est aussi ça la base. C'est la base fondamentale même. Parce que c'est Vrai, vrai. fonctionnaire, retraité, fatigué. Voilà. C'est vrai, vous avez dit à l'entame du débat qu'il ne faudrait pas qu'on revienne un peu sur les conditions des... Mais il y a quelque chose à dire là-dessus. Justement, parce que voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que le jour où le RDPC ne sera plus aux affaires dans ce pays, ce sera vraiment une très bonne chose, un gros soulagement pour les Camerounais. Parce que le RDPC a fait plus de mal aux Camerounais qu'il n'en faut. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous dites que vous êtes un rassemblement démocratique. Même maintenant, le mode de choix dans votre propre parti, n'est-ce pas, n'a rien à voir avec la démocratie. Et c'est ça qui nous amène à ce genre de travers. Parce qu'on ne peut pas me dire que on a un conseil régional. Comment devient-on président du conseil régional? On nous apporte les enveloppes venant de Yaoundé, ayant déjà désigné quelqu'un, alors que le mode opératoire qui ne s'y attendait pas, qui ne s'est pas préparé, Voilà. Qui n'a rien proposé lui-même. On n'a pas vu son projet de société, comme les autres se sont battus quand même. Et résultat des courses, conséquence, c'est que on a des gens, parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre à la population, mais plutôt ont des comptes à rendre à Yaoundé. Mais c'est une incongruité que nous ne pouvons plus admettre dans ce pays. Voilà pourquoi, pour nous autres, notre position a toujours été que le RDPC essaye un peu de libérer le plancher, que le RDPC essaye un peu de faire la place à d'autres formations politiques, à d'autres leaders. Parce que... Ça va alors se faire comment? Maintenant, ils ont le RDPC à toutes les 10 régions. C'est même plus 9. C'est pour ces raisons que ces derniers temps, j'aime beaucoup lire l'adjoint au maire de Yaoundé, de Douala 5e, oui. Qui de temps en temps nous fait des posts liés à Dieu, parce que vraiment, où nous en sommes, il ne faut que Dieu pour venir nous sauver. Là, vous retrouvez le RDPC, on est dans l'espérance. Parce que les missions, comme l'aîné vient de le dire dans le livre vert, les missions sont clairement établies. C'est-à-dire, même si quelqu'un ne sait pas lire, même si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a à faire, c'est quand même, il peut, n'est-ce pas, recruter quelqu'un qui peut venir faire ce job-là à sa place. Vous pensez vraiment, Ça veut dire qu'il y a désormais le jeune de la NASLA. Vous pensez vraiment que Jean-Jacques, c'est le conseil régional qui a une mission de socio-économique. Vous pensez que j'ai besoin, moi, d'avoir une expertise particulière pour savoir que le Dorf et Bolova, où je dois contourner par Yaoundé pour allier et Bolova, il faut que je mette une route là, alors que c'est intégré dans mes missions. Vous pensez vraiment qu'il faut que je sois, je sais pas moi, un docteur, un grand professeur d'économie, ou je sais pas moi, un grand cadre dans le génie civil, pour savoir que voilà ce que voilà les pouvoirs que le conseil régional me donne pour pouvoir réaliser X ou Y. D'accord. Donc, je pense pour chuter, que vraiment il est important pour une fois que ceux qui sont à la charge, n'est-ce pas, des conseils régionaux soient véritablement ceux qui ont pensé ou alors qui ont des bons projets pour le développement de nos régions, des personnes qui ont des capacités, des personnes qui ont l'amour de nos régions et non pas ces personnes qui sont cooptées ici par les loges, la franc-maçonnerie et ainsi de suite. Parce qu'il y a aussi tout ça. Merci Albert Steve. Pour avoir ces personnes-là, ça commence par exemple par les municipales qui arrivent.
si vous êtes nombreux, allez vous inscrire, allez voter. Peut-être que les enveloppes vont disparaître. Le son de cloche ne sera pas le même fondamentalement. Bonsoir Gisette, belle émission. C'est devenu normal pour notre pays de créer des structures, nommer des responsables et exiger leur fonctionnement sans infrastructure construite. Mon village Mayo Wondé, dans le Mayoré, est en fait les frais avec un CIS sans un seul bâtiment. Résultat des courses, les villageois se sont battus eux-mêmes pour faire des salles de classe de fortune pour une école, pour que l'école puisse ouvrir cette année. Albert depuis Marois, qui nous parle de ces incongruités d'établissements créés. Alors, beaucoup comparent le Cameroun au Burkina Faso. C'est pas pourquoi spécialement il y a plein de messages venant et disant que ce qui est fait là-bas est énorme par rapport à ce qui est dit par le représentant du RDPC. Bonsoir, ton panel. Concernant le sujet, il faut absolument que les conseillers régionaux sortent des sentiers battus en apportant une touche particulière au regard de la cacophonie en termes de réalisation qui sont pratiquement les mêmes pour pratiquement plusieurs institutions. Je salue au passage le professeur de philosophie pour son passage au collège Le Citoyen. C'est M. Ekassi Marcelin. On sort par là, docteur. Est-ce que le gros problème n'est pas celui du casting, celui de ces gens qui ont déjà travaillé pendant longtemps, qui sont à la retraite et on les met à la tête des institutions qui demandent à ceux qui puissent innover? Ouais, je voudrais déjà revenir sur ce que les frères ont dit ici. Je suis même déjà très content. Vous ne pouvez pas entrer dans un amphi et dispenser votre cours si vous-même, vous ne l'avez pas bien assimilé. Alors, si, qu'est-ce que tu auras dit aux enfants? C'est la question que je pose. Donc, je suis très content, comme certains ont dit là, qu'il y a eu un très grand professeur d'université qui aurait dit qu'ils étaient là en apprentissage. Ce n'est que normal. C'était l'apprentissage. Ils apprenaient et ils le réalisaient au même moment. C'est de ça qu'il est question. Et nous pensons que pour ce deux... Pardon? Trop de contradictions dans une non, pas phrase. du tout. Pas du tout. C'est vous apprendre en réalisant. C'est voilà. l'exploit. C'est l'exploit. Oui, oui. Bon, alors, pour ce second mandat, les choses vont aller très rapidement. Avec l'expérience qui a été acquise durant le mandat passé, et le président de la République lui-même, il a reconnu dans son discours, il a même d'investiture. C'était le 6, je crois, c'était le 6 novembre. Le 6 novembre. Il a donc fait une prescription en termes d'accélération. Donc, voyons voir des choses. Les choses iront plus vite. D'accord. Et vous-même, nous reviendrons ici dans quelques mois, tenir un même discours concernant la décentralisation. Mais pour que les choses aillent vite, tout ce que vous dites là, il faut que la dotation soit effective, qu'on mette les moyens effectivement. Ça, il faut également le dire. Là, ce n'est plus du militantisme qu'il s'agit. Il y a quand même des blocages dont souffrent les conseils régionaux. On ne refuse pas. Ils vont pas faire la magie si on ne débloque pas tous ces boulots entre eux, les gens du RDPC. On ne refuse pas. Donner l'argent aux gens. On ne refuse pas. Le docteur est en campagne électorale, c'est pas... On ne refuse pas. On ne refuse pas. C'est entre vous, les gens. Parce qu'eux, ils vous écoutent. Hein. l'argent. Voilà, les maires qui vous écoutent, ils sont les maires, ils disent que ce discours-là ne nous fait pas avancer. Non, il y a des blocages au sommet. Il y a des gens qui ne veulent pas libérer, les choses vont aller vite. D'accord. Dès l'année 2026. Avec les mêmes qui bloquent tout. Mais on peut transformer l'homme. Comme vous le dites, vous dites qu'ils bloquent. Mais ils peuvent prendre conscience. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème en cela? Ça, c'est bien dit. Donc, voyons des choses. Gardons espoir. Ça va changer. Que ça, gardons. S'il vous plaît, une question, représentant du RDPC. Pourrait-il nous dire comment faire pour se rendre à Egona, localité située dans le Mbamekim, arrondissement de Ngoro, moyen de locomotion? Christian Diaoundé, pourquoi vous voulez dire des questions pièges? Vous connaissez Egona? Non, je connais bien Egona. Même le chef de là, je connais très bien. Et s'il y a la route, il demande comment faire pour se rendre là-bas.
Par quel moyen de locomotion? Qu'il prenne mon contact, on ira. Parce que moi, je suis l'homme du terrain. Faites-nous les images. Je suis l'homme du terrain. Même s'il n'y a pas de route pour le moment, on a espoir. On sait que la décentralisation ira plus vite. C'est de ça qu'il est question. Vous avez répondu qu'il n'y a pas de route. D'accord. Autre sujet, les deux ne sont pas totalement séparés. On parle du découpage administratif depuis un certain temps. On observe dans l'opinion, notamment les groupes, les forats des régions, ça parle beaucoup. Il y en a qui sont réticents, il y en a qui applaudissent, il y en a qui se méfient, qui pensent même que certaines régions vont en souffrir, mais d'autres qui disent quand même qu'il y a des régions qui sont demandeuses de ces découpages-là. Vous vous situez où, Daniel Nadjibert, le découpage qui est annoncé? Vous avez dit que vous êtes du nord, de Touboro particulièrement. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse qu'on ait un nouveau découpage? Ça a été toujours notre combat. De vouloir le découpage? De vouloir le découpage. Pourquoi? Parce que le découpage administratif vise plusieurs objectifs. Premièrement, ça permet aux autorités administratives de maîtriser leur pays, de bien connaître le pays, le potentiel du pays et les défis à relever. Deuxièmement, cela permet aussi de bien sécuriser le pays. Troisièmement, cela permet de rapprocher l'administration de l'administré. Il faut que les services publics soient accessibles à tous les Camerounais sans discrimination. Et c'est pour cela que, à plusieurs reprises, dans les mémorandums que les jeunes de Touboro ont envoyés à plusieurs reprises, dans le Mayoré. Dans le Mayoré, du département oui, dans le département du Mayoré, nous avons également demandé qu'il y ait découpage administratif. Prenez l'exemple, quand j'ai essayé de regarder rapidement le Cameroun, je vois la région du Nord, ça fait la région du Nord, 65 576 000 km², seulement 4 départements. La région de l'Ouest, 13 872 km², 8 départements. La région du littoral, 20 239 km², 4 départements. Si vous ajoutez l'Ouest et le littoral, vous n'avez pas encore la superficie du Nord. Vous avez la superficie du Mayoré qui est de 36 000 km². 36 529 km². Vous imaginez 36 000. Oui. Le Mayoré, c'est oui. Le préfet du Mayoré gère 2 régions en termes de superficie. Mais avec quels moyens? Parce que les 2 régions-là, ça fait 12 préfets. Lui, c'est un préfet, mais il doit gérer la superficie de 2 régions. C'est comme s'il était un supra-gouverneur. Or, lorsque vous regardez la note du ministre de l'administration territoriale, on vous dit qu'il faut tenir compte de la population, tenir compte des potentialités économiques et ainsi de suite. Même sur ces critères-là, je pense que le Mayoré remplit les critères qu'il faut pour qu'il y ait découpage. Et je pense que j'essaie de voir les chiffres, vous allez continuer. Oui. L'arrondissement de Touboro seul couvre 16 610 km². Tout à fait. C'est plus que toute la région de l'Ouest. Il faut le dire. Voilà, oui. Dans la région... Seulement l'arrondissement. Seulement l'arrondissement de Touboro, c'est plus grand que toute la région de l'Ouest. Oui, 16 610 km². Et c'est un arrondissement qui a 2 usines de grainage de coton. C'est pour vous dire le potentiel, la contribution de cet arrondissement-là à l'économie du pays est énorme. En plus de coton, tous les provendiers du Cameroun s'approvisionnent en maïs au niveau de Touboro et puis de Ngong, toujours dans le nord. Vous voyez, 2 pôles de production importantes. Et malheureusement, je ne sais pas sur quels critères, on va prendre 13 000 km², on donne 8 préfets. On prend 65 000 km². On donne 4 préfets. Oui, je veux même ajouter que le Nord compte 2 700 000 âmes et l'Ouest compte 2 millions d'âmes. Donc même si c'était en termes de population, le Nord mérite aussi 8 départements. Parce que le Nord, en termes de population, est au-dessus de l'Ouest. Et je continue, le Nord-Ouest, 17 000 km² avec 7 départements et 2 millions d'habitants.
je vais encore plus loin. Le sud-ouest, 24 000 km², 6 départements pour 1 500 000 habitants. Alors, lorsqu'on voit ça, c'est pas que le Nord ne produit pas suffisamment pour avoir pour supporter, n'est-ce pas, la présence d'autant de préfets. Mais c'est quelque chose que les nordistes ne comprennent pas. Or, l'autre danger, c'est que quand vous prenez le département du Mayorais, ça fait une frontière très longue avec le Tchad. C'est-à-dire du côté de l'arrondissement de Reybouba, vous avez Baïkoua, qui fait frontière avec le Tchad. L'arrondissement de Madingring est voisin avec le Tchad. L'arrondissement de Touboro, c'est ouvert sur 2 pays, le Tchad et la Centrafrique. Donc, ne serait-ce que pour des besoins de sécurisation de nos frontières, il fallait qu'on ait suffisamment d'unités administratives. On n'a que des commandants de brigade. Un commandant de brigade a un nombre limité de gendarmes. Oui, c'est quelques gendarmes. S'il y a un défi sécuritaire, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le problème réel que nous avons. On revient à vous tout à l'heure parce qu'on parlera du rôle également de l'élite ou de certains grands chefs traditionnels qui semblent être également des barrières dans le cas de la transmission de ces doléances vers le sommet. Mais on se rend quand même compte, Hector, que si on prend le cas de Mayoré, Touboro, parler d'un découpage aujourd'hui n'est pas malvenu. Ce n'est pas malvenu et on entre en plein dans ce que la formation politique à laquelle j'appartiens adore, celle qu'on a appelée le fédéralisme communautaire. Et avec la note du MINAT, on a vu comme une récompense de ce que l'on proposait au peuple camerounais. C'est ce qu'on a proposé. Pour nous, ça revient à ce que je disais en entame, parce que les sujets sont étroitement liés. Tout à fait. Aujourd'hui, au lieu de ce que je voudrais dire à l'aîné, au lieu d'appeler à ce qu'on ait une préfectorale forte, institutionnalisons plutôt les communautés territoriales décentralisées fortes, qu'on ait plutôt des mairies, des mairies puissantes qui gèrent bien le territoire. En le faisant, vous avez aujourd'hui, quand on parle des conseils régionaux, vous avez les chiffreries traditionnelles. Vous parlez tout à l'heure du rôle des chiffreries traditionnelles qui empêchent de voir le pouvoir éparpillé. Si vous touchez... vous savez bien que la création des mairies est également liée à l'organisation administrative. Justement, c'est pour cela qu'on le disait. En faisant un bon découpage, en faisant un découpage sur la base, parce que les collectivités territoriales décentralisées doivent se faire sur la base des communautés qui vivent sur l'espace donné. Ça veut dire, et il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus un problème de confrontation, que ce soit par la culture, que ce soit par la langue et autres, qu'on fasse en sorte que le véritable découpage se fasse donc par les CTD. Et en le faisant, en appuyant dessus, vous allez vous rendre compte qu'au lieu de réclamer plusieurs unités administratives sur le plan de la territoriale, vous aurez plutôt des mairies qui feront en sorte que le développement passeront par elles. La sécurisation, on se rappelle aujourd'hui qu'avec le code de la décentralisation, ce sont les mairies qui prennent en charge la sécurité dans un certain point, en attendant que la police nationale vient en haut, et la gendarmerie, mais la police communale doit aussi aider dans un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on parle d'un transfert. La police communale ne va pas remplacer... Non, c'est pour ça que je dis qu'à un certain moment, il faut stratifier. Nous stratifions. J'ai stratifié, Jean-Jacques, j'ai stratifié. En stratifiant, pour dire, aujourd'hui, ce que nous demandons, parce qu'il faudrait qu'on le dise véritablement, il faudrait qu'on fasse des assises nationales. Qu'on fasse des assises nationales pour qu'on choisisse la forme de l'État et après avoir choisi la forme de l'État, qu'on s'asseye donc dans les différents départements, dans les différentes régions, qu'on fasse que les régions donc fassent dans la planification du territoire, parce que c'est un des rôles dévolus au conseil régional. Faire la planification territoriale. En faisant cette planification territoriale avec les chefs traditionnels. Donc vous pensez qu'il faut passer par la planification pour pouvoir résoudre le problème criard que nous avons en ce moment dans le Mayorais? Il faut planifier. La différence, c'est qu'on a le Mayorais qui est un exemple
concret Oui. de toutes les difficultés qu'on peut avoir avec un département qui a cette taille-là. Justement, c'est pour ça que ce soir je dis, soyons pragmatiques. Pour être il faut planifier. Comment est-ce qu'on planifie? On se dit, comment est-ce qu'on fait le découpage? Parce que même si aujourd'hui on décide de créer des sous-préfectures, il va falloir qu'on planifie, qu'on voit les délimitations territoriales et autres. Ça, nous avons déjà fait des propositions. Je vous dis qu'on a fait des mémorandums au gouvernement. Tous les 5 ans, on envoie. Ça veut dire que les propositions, il y en a déjà sur la table. Nous avons rencontré les autorités, c'est-à-dire le préfet, le gouverneur, le MINAT. Les propositions sont là. On n'a pas besoin de planning. Pour moi, lorsque vous parlez de la planification, c'est comme si vous voulez tuer l'idée pour dire, bon, attendez encore. Alors, on va faire une alors, nous sommes déjà à quelque chose qui est avancé. Oui. Les consultations se tiennent en ce moment. Pour le découpage, on s'en tient au courrier du ministre de l'administration territoriale, Zankal. Est-ce que c'est une préoccupation, vous qui êtes dans plusieurs groupes et autres, vous écoutez ce que les gens disent autour de ces découpages? Il est important qu'on en parle, qu'on y arrive. Jean-Jacques, il y a une lecture dualiste sur la question du découpage administratif actuel. D'un point de vue tel que l'a évoqué l'aîné, il est important que l'administration se rapproche, n'est-ce pas, des administrés. Il est important qu'il n'y ait pas de grand écart géographique entre les circonscriptions, n'est-ce pas, et les populations. De ce point de vue, il a parfaitement raison, il faut la décentralisation. Mais Jean-Jacques, il y a un problème. Le problème que les Camerounais se posent, c'est quoi l'opportunité? C'est quoi l'urgence? Nous sommes à 58 départements. Est-ce qu'on a fini de développer les 58 départements? Lorsque les deux sujets sont liés avec la décentralisation, est-ce que l'État central a fini de doter les moyens qu'il faut aux 360 communes du Cameroun pour qu'il faut en créer d'autres? C'est en ce moment-là qu'on aura de l'argent pour ajouter aux nouvelles unités administratives. Nouvelles unités administratives avec des moyens supplémentaires qui vont naître. Voilà les problèmes, voilà les questions que les Camerounais se posent et qui laissent, n'est-ce pas, suspicieux cette affaire-là. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on n'est pas encore dans une sorte de distraction où les Camerounais attendent peut-être un remaniement ministériel, où les Camerounais attendent que les choses avancent? On vient leur servir encore... Alors ce serait un moyen politique pour gérer les zones qui n'ont pas été favorables à certains. Pour gérer les zones, il faut dire que de ce point de vue même encore, c'est salutaire. Parce que si il y a éclatement finalement, on va créer des nouvelles communes. Ça fait qu'on crée un nouveau maire, des nouveaux maires vont émerger avec des nouveaux conseillers, etc. Des nouvelles personnes, acteurs vont entrer dans le jeu politique, ça va s'élargir, mais bien sûr, dans le système, ce sera aussi de nouvelles gratifications, des nouvelles élites qui vont naître comme ça dans chaque localité. Après, il faudra donner un peu à manger dans le partage du gâteau. Bon, ça c'est un point de vue. Et il y a donc cette suspicion-là des Camerounais qui se méfient, n'est-ce pas, de ce découpage administratif. Il y a l'autre qui est la question de l'honnêteté même de ce découpage administratif. Et les Camerounais se posent des questions. Est-ce qu'on ne veut pas régler certains comptes à certaines populations, à certaines localités? Et là, moi, je suis de la région de l'Est. Et à l'Est, dans le département du Oignon, il y a ce débat entre la zone de Mbalam, qui est juste la région du sud, et puis qui est un peu isolée, parce qu'elle est dans l'arrondissement de Ngoïla, qui est un peu isolée de l'arrondissement. Alors, les populations de Mbalam, qui sont très proches du sud, presque absorbées, mais il faut dire que c'est cette zone-là qui est excessivement riche. On parle du fer de Mbalam, il y a... N'est-ce pas? Alors moi je veux le dire clairement, j'ai lu également ce débat-là. D'aucuns pensent qu'avec le découpage qui est en train de se murmurer, Mbalam pourrait se retrouver dans le sud et l'Est perdrait cette exploitation. Les populations de l'Est, disent donc que il faut que ce découpage se fasse en toute sincérité. Il n'est pas question qu'une région perde, n'est-ce pas, une de ses localités actuelles, dans la forme actuelle. Si vous faites le découpage administratif, oui,
allons au découpage administratif, avec ce qu'il apporte comme réalité, comme importance à tout, mais gardons chaque région dans son état actuel. Divisons dans les régions. Divisons dans les régions. Par exemple, qui a 14 arrondissements. Voilà, et donc, par exemple, sans sortir de la région. Doumé qui attend un département, par exemple, dans ce oignon-là. Parce qu'il faut dire quand même que la ville de Doumé, c'est quand même une ville historique. C'est l'une des premières villes de la région de l'Est. Et lorsqu'on va parler de découpage administratif maintenant, il faut dire, et il y a cette sincérité, je parle de cette sincérité, il faut déjà tabler sur certains acquis historiques même des localités. D'accord, là c'est un autre aspect. Mais on comprend bien qu'il y a un peu de méfiance dans cette affaire. On a peur de quelques calculs, alors que Touboro est dans quelque chose de, j'allais dire, de mathématique, de concret, sur le territoire, la population, les besoins de sécurité qui sont réels. Mais il y a d'autres aspects qui sont entrés dans ce débat-là, qui commencent à relativiser le besoin d'un nouveau découpage. Bon, je vais dire, au-delà peut-être des exemples comme Touboro, voyez-vous, Jean-Jacques Zé, on m'a appris à l'université de Yaoundé 1 en sociologie de développement. Je salue au passage le docteur Mba, le chef du département, le professeur Armand Leka-Essomba. On m'a appris en sociologie de développement que tout projet de développement doit, n'est-ce pas, avoir pour finalité l'amélioration des conditions de vie de la population. Ou alors la satisfaction, n'est-ce pas, du bénéficiaire. Je vais donc abonder dans le même sens que Monsieur Didier tout à l'heure, quand il posait des questions. C'est quoi l'urgence? La finalité de ça, c'est quoi? Est-ce que les 58 départements que nous avons, n'est-ce pas, nous ont suffisamment donné satisfaction? Est-ce que tous ces départements, aujourd'hui, sont développés? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vise en réalité? Mais je vais vous dire, Jean-Jacques Zé, lorsque je venais à l'émission, j'ai suivi des murmures qui disaient que tout ça n'est qu'un pur calcul politique. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place, notamment le RDPC, ayant constaté que l'opposition est en train de prendre, n'est-ce pas, le cœur, ou alors les cœurs des Camerounais, n'est-ce pas, a décidé de surfer sur un projet comme celui-là. Sinon, vraiment, je ne sais pas en quoi est-ce que... Alors, est-ce que cette perception n'est pas dangereuse? Touboro, par exemple, est entre les mains de l'opposition. Ils ne tiennent pas le même regard. La mairie n'est pas du RDPC de ce côté-là. Ils ne sont pas dans les calculs. Et ils veulent nous, on pense, dans la gestion. Au contraire, nous, on pense que les doléances de Touboro sont arrivées, n'est-ce pas, dans les oreilles du chef de l'État. Et qu'il s'est dit qu'au lieu de résoudre seulement le problème de Touboro, il va voir s'il n'y a pas d'autres attentes. D'accord. C'est pour cela qu'il a demandé qu'il y ait consultation au niveau des gouverneurs. Donc il y a quand même une demande qui vient de la base. Oui. Il y a d'abord une demande qui vient. C'est pour ces raisons que j'ai dit. C'est pour ces raisons que j'ai dit. On a écouté beaucoup le Noun ici. Le Noun n'est pas au-delà de quelques exceptions qu'on peut citer ça et là. Le Mayoré, le Noun. Voilà. Mais si telle est donc la volonté réelle, n'est-ce pas, du gouvernement de pouvoir rapprocher, n'est-ce pas, l'administration de ses administrés, je pense que aujourd'hui notre décentralisation est purement calquée sur la forme de décentralisation de la France. Il faut donc qu'on évacue, n'est-ce pas, les postes de gouverneurs, de sous-préfets, et qu'on donne plus de puissance, de pouvoir, de mission aux collectivités territoriales décentralisées. On l'a dit tout à l'heure que les deux sujets étaient liés. Essayons un peu de nous débarrasser, que l'État nous débarrasse un peu de ces sous-préfets qui sont tout vantards, de ces sous-préfets qui se croient tout puissants, qui se croient au-dessus de la loi, qui se croient tout permis, et qu'on donne, puisqu'il n'y a pas mieux pour connaître sa localité que l'élu de la localité.
il n'y a pas mieux. Le sous-préfet, par rapport au sous-préfet qui va venir qui va sortir les NAM, à qui on va donner un décret pour aller résoudre les problèmes d'une telle ou telle localité. Qu'on se débarrasse de ça. Que les gouverneurs, puisque nous parlons au premier sujet, n'est-ce pas, ce problème de préséance et de protocole au niveau du gouverneur et du président du conseil régional. Or, si on nous débarrasse des gouverneurs qui sont déjà tous d'ailleurs en retraite, parce que je ne sais pas pourquoi jusqu'ici, on continue à les regarder. On a une bande de 10 gouverneurs qui sont là, toujours tous mis à la retraite, mais qui continuent de signer des trucs. Donc, qu'on donne véritablement, si on veut rapprocher l'administration des administrés, donner les pouvoirs au CTD. Ce sont eux qui sont au contact de la population au quotidien. Même si on donne le pouvoir au CTD, il faut bien qu'on revoie les tracés. Le problème de base n'est pas réglé. Ça, même si on donne le pouvoir au CTD, ça c'est vrai. Et je voulais même dire, comme le Noun, comme le Oignon, comme Jean-Jacques, si vous me permettez, je voulais même dire qu'en amont, il aurait été souhaitable même qu'on commence d'abord par évaluer combien de Camerounais sommes-nous. Si on vous pose la question que nous sommes, la population camerounaise actuellement, elle de combien, vous pouvez me dire avec exactitude quel nombre de Camerounais nous sommes? Parce que c'est important, l'aspect démographique. Voilà. La planification intègre d'abord la population. Il faut qu'on connaisse, nous sommes quel nombre de Camerounais pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher à voir si on peut faire tel découpage ou si on peut ajouter telle ou telle autre chose. Donc, docteur, on voit bien que le processus est engagé. Le ministre de l'administration territoriale attend une remontée d'informations. Je ne sais pas si c'est déjà fait, venant des gouverneurs, qu'on fasse des propositions sur un éventuel nouveau découpage, rapprocher davantage l'administration des administrés. Est-ce que ça s'impose aujourd'hui? La question d'opportunité a été posée. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui? Évidemment, Jean-Jacques Zé, c'est une nécessité. Je salue déjà au passage mon frère qui reconnaît tout au moins ce que fait le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il a dit que les doléances ont été remontées, partent de la base pour le sommet. Et que le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a bel et bien compris, n'est-ce pas, cette doléance. Merci pour cette reconnaissance. Merci pour cette c'est pas une apologie du RDPC, son président ici. Permettez, je représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sauf qu'on a vu vos limites. Il n'y a aucune limite. Je voudrais donc revenir sur... On est sur la question d'opportunité. Oui, c'est ça, c'est une opportunité. Je voudrais donc revenir sur... Ils ont même déjà détaillé, je suis d'accord avec eux. Hein? Il faut rapprocher l'administration des administrés. Justement. Pour parler un peu dans le sens de Jacqueline Moran, qui disait ceci, je cite, on peut, n'est-ce pas, gouverner de loin, mais on ne peut administrer que de près. Là, c'est clair. Ils ont tout dit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voudrais un peu revenir sur la question posée par mon ami Steve Oundi. Steve Oundi. Il a parlé de la démographie. Mais Steve, le recensement, on peut faire une estimation en 2005. On a vu en 2005, on peut faire une estimation. Je vais m'expliquer. On ne fait pas d'estimation en science. La science, permettez-moi. On ne sera pas loin. On ne sera pas loin. On ne sera pas loin. Recensement en 2005. On ne sera les résultats rendus publics en 2010. Ça veut dire qu'en 5 ans même... Non, on ne sera pas loin. Je vais démontrer. Je vais démontrer. Moi, j'aime les démonstrations. Aujourd'hui, on tergiverse sur le nombre des Camerounais. Allez-y. Vous avez terminé? Je peux continuer, Steve? Merci. Merci. Je reprends ma parole. Alors, je parle en termes d'estimation. Ces chiffres-là ne seront pas loin, n'est-ce pas, de la réalité. Prenons le cas du ministère de la décentralisation, à travers, n'est-ce pas, son bras technique séculier, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, le Bureau national de l'état civil. Il y a des enregistrements de naissance. On sait
combien de naissances il y a eu. Je dis ce que moi-même j'ai fait, hein, j'ai pratiqué. Hein. On peut savoir combien de décès il y a eu. Estimation. Alors on le sait quand même, depuis 2014, on attend un recensement. Obama, depuis 2014, il y a eu les premiers financements, des kits ont été acquis, ils sont là au Bucrep, et on annonce pour 2026 éventuellement l'effectivité de ce recensement. On sait que c'est une nécessité, même si on peut évoluer, comme on le fait aujourd'hui avec des estimations. Nous pensons que c'est une bonne... Combien d'enfants naissent au Cameroun sans acte de naissance? Combien d'enfants naissent? Il y a ce problème, quand même. Alors, il faut qu'on s'entende. La question démographique, elle est centrale. On parle du découpage, mais vous reconnaissez que ce soit estimation ou recensement, la question démographique est importante en matière d'un découpage administratif. On ne refuse pas. D'accord. On a instruit, je pense qu'on a instruit les gouverneurs de région. Et ce travail-là est fait en étroite collaboration avec les CTD. J'ai cru entendre ici qu'on va les exclure, ils ne sont pas concernés. Vous pensez que le gouverneur va travailler sans eux? Soyons sérieux. Hein? Ils connaissent la base. Ils donnent les informations, ils remontent les informations. Même si c'est la théorie. La mission doit être donnée au président des conseils régionaux. Ce sont eux qui sont les élus des localités. Les gouverneurs sont des étrangers dans certaines localités. Puisque la question de la sincérité. Moi, je voudrais dire qu'en matière de démographie même, le Mayotte est rempli pleinement. Oui, je prends le cas de Touboro. 157 écoles publiques. Il n'y a pas une école qui a moins de 500 élèves. Un seul inspecteur de l'éducation de base qui doit parcourir 16 000 km². Et vous savez très bien que les inspecteurs n'ont pas de dotation en matière de transport. Pas de voiture. Les routes ne sont pas goudronnées. Les villages sont éloignés les uns les autres. Si vous ne voulez pas du découpage, n'empêchez pas que l'État réponde à ce besoin criard de la population du Mahorais. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le président de la République, Paul Biya, aime bien les Camerounais. Il a compris, n'est-ce pas, les doléances des Camerounais. D'où cette nécessité absolue, ce découpage administratif qui est, n'est-ce pas, une les questions d'opportunité ne se posent pas. Les questions politiciennes. Non, très loin. Ne regardez pas. Moi-même, j'ai pu entendre ça quand je venais, on me disait, c'est celui qu'on va te poser ce genre. Non, ça n'a rien à voir. Parce que dans le fond, peut-être que vous limitez au découpage administratif. Tout est politique. Mais il y a un impact. Rien n'est politique. Quelle est l'urgence? Steve, on sait qu'il y a un impact également dans la composition ou la désignation du nombre de députés. Parce qu'il y a un impact politique également. Ce découpage, parce qu'il y a des zones qui ont 3 députés, qui sont moins peuplées, certaines plus peuplées n'ont qu'un député. Il y a toutes ces questions-là. Je suis surpris. Ça ne sont pas négligées. Je suis surpris. Quand le philosophe dit que est-ce qu'on a mis les moyens pour ça. Mais attention, vous n'avez pas confiance en l'État. L'État a les moyens de sa politique. Oui. Ça, il faut le comprendre. D'accord. On va avancer. Il faut que une parenthèse, allez-y. Une parenthèse. Oui, allez-y. L'État a les moyens de sa politique. De sa politique. On parlait ici là de la précipitation qu'on a constatée déjà avec la mise en place des conseils régionaux. Oui. On arrive dans le même schéma, hein, où on aura les nouveaux départements, où est-ce les nouveaux arrondissements, où est-ce que le préfet va rester, où est-ce qu'il faudra les bureaux, et puis ce sera dans un... on va traficoter. On a précisé tout ça dans... Ça a été précisé. Est-ce qu'il y en aura? D'accord, on avance. Quelqu'un de Touboro nous envoie un message pour dire justement qu'il est de Touboro. Il demande, il est dans la région du Nord. Je demande l'administratif. La région du Nord, Touboro n'est pas en sécurité. Ce qui veut dire, je vous parle de Touboro, c'est un arrondissement qui produit beaucoup en matière d'agriculture, l'arachide, le maïs, le coton, du haricot, mais la sécurité est insuffisante pour cet arrondissement de Touboro. Voilà, il parle de questions de sécurité compte tenu des activités et de la taille de cet arrondissement seulement avant d'élargir au niveau du Mayorais de façon globale. On se comprend finalement, docteur. Dans cette nécessité, on comprend que les populations veulent que quelque chose change. Le Oignon, à lui seul, a 14 arrondissements en total enclavement aussi, presque totalement. Total enclavement. Ouais.
total enclavement, si vous prenez la zone de Ngoï, là, elle est coupée du reste du monde. Devenu manuel. Vous comprenez? Elle est coupée du reste du monde. Il y a un pont là, il y a le fleuve Dja. Il faut attendre le bac. Et lorsque vous n'avez pas la chance d'avoir trouvé le bac, vous dormez. Le titre du bac arrive, c'est n'allez pas le voir. Ça existe encore au Cameroun. Le bac existe. On utilise le bac au Cameroun. Voilà. Et il y a tout un arrondissement comme ça qui est coupé. N'est-ce pas? Oh, c'est une grande zone d'exploitation. Des fois, pour aller à Balam, il faut passer par le sud. Est-ce qu'on peut construire le pays en Mintom pour revenir à l'est? Soyons sérieux. Ça fait 43 ans. On ne refuse pas, même à 43 ans. Le nouveau découpage, si on va venir résoudre quel problème, ça va venir désenclaver, ça va accélérer la décentralisation. Ça fait 43 ans. Ah oui. Et puis le 6 novembre dernier, oui, le président de la République a donné un très bon discours. Il a parlé des réformes institutionnelles. Beaucoup d'espoir aux Camerounais. Vous savez ce que les Camerounais attendaient? Non. On n'imaginait pas qu'une semaine allait passer. Au lendemain, sans que la nouvelle dynamique se mette en place, sans qu'il y ait un remaniement ministériel, il n'y a aucune femme, il n'y a aucun jeune, c'est la même rengaine. Incarné par ce discours. Toujours des discours salutaires. On devrait évaluer cela. Alors, pour dire que dans ces 5 premiers jours, Oignon, dont évoque le Jean-Jacques Zé, 14 arrondissements, il faudrait l'éclater, justement, parce que il y a cette question de proximité. Il faut le développer aussi, parce que l'éclatement, pour être d'accord avec ce découpage, va apporter une nouvelle dynamique économique, des nouvelles entités vont naître, des nouvelles forces vont aussi émerger pour permettre justement une belle emprise. Donc vous avez dit qu'il soit sincère et qu'il ne soit pas vicieux. Qu'il soit sincère. Qu'il soit sincère. Non, à l'Est, ça ne rit pas là-dessus. Que ceux qui vont décider de cette affaire-là sachent que dans le Oignon, la zone de Balam appartient à l'Est. Qui a déjà fait débat. Qui a déjà fait débat. Appartient à l'Est. Le gisement, qu'il n'y a pas de micmac là pour trouver comment créer, pour dire que non. Comme Balam, vous voyez, Balam est très proche du sud et les administrés ne sont pas... il faut du coup mettre ça là-bas, non. C'est ça une grosse parade et c'est de la nappe. À l'Est, vraiment, il faut... Et puis... Mais vous lisez dans la boule de cristal, vous savez que c'est ça qui va se passer. C'est un vieux problème, docteur. Il n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez que le chef de l'État n'est pas au courant de ça? C'est lui l'arbitre. Vous qui causez avec lui. C'est lui l'arbitre. Je ne pose pas lui, mais c'est l'arbitre. Vous voyez que le Oyon, avec ses 14 arrondissements, est même bien nanti. Le Marais, 36 000 km. Attendez, vous voulez faire quel rapport? Entre le Oignon et le Marais. Dans la décentralisation, lorsqu'on affecte les ressources, on ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à savoir. C'est vrai aussi. Oui, on dit, voici 4 arrondissements, vous avez seulement, chaque arrondissement reçoit la même dotation. La même dotation. Ça veut dire que le Oignon est pénalisé parce que justement on reçoit ce que un département qui a 4 arrondissements. Si nous prenons un peu le cas le département du Mbameki, par exemple, c'est le plus vaste, hein, dans la région du centre. Mais qui a 5 arrondissements. C'est pour rejoindre un peu ce que vous êtes en train de dire. Non, le problème, on est en train de se comprendre finalement. On avance. Bonsoir à tous. Le découpage administratif envisagé aujourd'hui s'inscrit dans une logique normale et nécessaire de développement rapide du territoire. Une commune scindée en deux, c'est désormais 2 communes, 2 conseils municipaux, 2 maires, 2 budgets et 2 centres de décision et de développement. Autant de leviers supplémentaires pour rapprocher l'administration des administrés et stimuler le développement local. Les réserves exprimées par certains relèvent moins de l'intérêt général que de la conversation des sphères d'influence héritées. Ils oublient pourtant une évidence historique selon laquelle si leurs prédécesseurs avaient en leur temps bloqué le découpage administratif car par crainte ou par calcul, les localités qu'ils administrent aujourd'hui n'auraient tout simplement jamais vu le jour. C'est votre point de vue,
là-dessus, sur l'importance de ce découpage. Les messages sont tellement nombreux qu'on ne parvient pas à s'arrêter pour en ouvrir. Alors tout changement est porteur d'espoir et de vitalité. Rien n'en déplaise à certains sur le plateau. Le découpage administratif est d'autant plus important qu'il devrait se faire aujourd'hui. Monsieur Ekassi Marcelin pense même que c'est un dossier urgent et de grande actualité. Bonsoir, je voudrais vous rappeler que un certain nombre de choses. Le département du Mayo-Ré, c'est 36 529 km² avec 4 arrondissements, Mandingring, Touboro, Reibouba et Tcholiré. Les priorités de ce découpage est bel et bien le rapprochement de l'administration des administrés. Pour un habitant de l'arrondissement de Touboro vivant à Mangré, il doit parcourir plus de 300 km pour se rendre à Tcholiré pour avoir un casier judiciaire. C'est même 400 km. Ouh là là, c'est immense. Ouais. Vous trouvez normal que Touboro à lui seul s'étende sur près de 15 000 km² avec à peu près 296 grands villages. Ce découpage doit être une nécessité pour le département du Mayo-Ré et surtout l'arrondissement de Touboro. Coulbert de Yaoundé qui envoie ce message. On aimerait bien écouter l'amido sur cette question-là. Est-ce qu'il le voit d'un bon œil? Daniel. Bon, alors, moi je pense que le Cameroun veut se moderniser. Et lorsqu'on veut que le pays avance, on est obligé parfois de prendre des décisions qui déplaisent à d'autres. Aucun chef traditionnel n'aimerait qu'on saigne de son territoire. Ça, si vous posez la question à tous les chefs traditionnels, ils vont dire niet. Mais la question n'est pas de satisfaire le chef traditionnel, mais c'est de satisfaire la majorité de la population. Le chef de l'État a été élu pas par les chefs traditionnels. Ce n'étaient pas les grands électeurs qui ont voté le chef de l'État, mais c'est tous les Camerounais qui ont voté. Et il a l'obligation... Une partie des Camerounais. Bon, c'est l'élu finalement. En fait, c'est le suffrage universel, si vous voulez. Le chef de l'État a été élu au suffrage universel. Et cela lui donne le pouvoir et l'obligation de protéger et d'accompagner, d'offrir également un cadre de vie meilleur à tous les Camerounais. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas tous les Camerounais qui naissent avec acte de naissance. Vous connaissez donc, la raison c'est quoi? C'est parce que quelqu'un qui est né dans un village et le centre spécial d'état civil est peut-être situé à 100 km ou voire à 200 km de là où il est. Il va faire comment pour avoir l'acte de naissance? C'est le jour où il va aller à l'école que le maître ou le directeur de l'école va lui dire que où est ton acte de naissance. Et là c'est un autre problème. Et donc pour nous sincèrement il faut comprendre que il y a eu, certes, des chefs qui ont pesé de tout leur poids pour empêcher, sans doute, la bonne organisation du territoire camerounais. Mais aujourd'hui, le défi de la décentralisation et le défi de développement du Cameroun exige que le chef de l'État et le gouvernement passent au-dessus des considérations traditionnel pour offrir aux Camerounais le service public, c'est-à-dire l'accès facile au service public. D'accord. Si on se comprend bien, le Cameroun tel qu'il est mérite quand même d'être revu. Maintenant, quelqu'un interroge la procédure. Est-ce qu'elle est la bonne? Est-ce qu'elle est opportune? Est-ce qu'elle est sincère? Mais tout le monde est d'accord qu'il faut quand même que l'administration soit rapprocher des administrés, même si derrière on interroge les coûts, parce qu'on n'a pas encore développé nos arrondissements qui sont là depuis des années. Si vous arrivez à Doumentan, je ne sais pas si tous les services déconcentrés ont même des locaux, ne serait-ce que des locaux. Certains sous-préfets viennent d'avoir des véhicules qui n'en avaient pas. Ils marchaient à pied pendant longtemps, donc il y a des coûts. Voilà. Et puis je voudrais ajouter même en disant que c'est l'occasion de faire démentir tous ceux-là qui disent que le Mayo-Ré, c'est un État dans un État. Est-ce que le Cameroun a deux chefs d'État? Non, pas du tout, jamais. Donc pour faire démentir cela, très bonne question, mon cher. C'est l'occasion de dire non. On va sortir de l'émission. Jean-Jacques, oui. Je voudrais préciser une chose. Quand on parle de sortie de la forme actuelle de l'État,
il ne faudrait plus que les cotisations ou bien la collecte de redevances, que ce soit forestières des communes, passe d'abord à Yaoundé pour revenir, pour qu'on les redistribue aux collectivités territoriales. C'est pour ça que tout le monde là parle de coûts. C'est vrai qu'on parle de refaire la forme de l'État. Il faudrait donc que les collectivités territoriales qui collectent leurs impôts gèrent leurs impôts localement et envoient la part de l'État central. Là, on ne parlera plus de coûts, on ne parlera plus de centièmes additionnels communaux, on ne parlera plus de ça. Mais pour cela, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de la forme de l'État. Et pour revenir à ce que les néo-bien disent, le chef traditionnel a un pouvoir traditionnel. Que vous divisez, qu'il que son pouvoir traditionnel passe sur 50 000 km², c'est lui l'autorité traditionnelle de ce territoire. Même si on le divise en 200, regardez par exemple le roi des Bamoun. Peu importe, diviser le Noun comme vous voudrez, ils sauront qu'ils ont une autorité traditionnelle que le sultan, roi de Bamoun, c'est là. Alors à ce niveau, je voudrais vous poser une question. Non, parce que l'autorité traditionnelle, quand vous dites le roi de Bamoun, c'est un groupement homogène. Dans le Maoré, ce n'est pas un groupement homogène. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez qu'on envoie un Bamileke, chef traditionnel à Ibolova? Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Non, mais ça ne pas chez nous. Non, parce que quand on impose le Lamido de Rey comme chef traditionnel de Touboro, Touboro c'est un arrondissement peuplé de Mboum. Aussi. Qu'est-ce qu'un Peul vient faire là-bas? On comprend. Touboro c'est peuplé de Baya, de Di, de Laka. Pourquoi est-ce qu'un Peul est imposé comme chef traditionnel de tous? Justement, c'est ce qu'il faut corriger. Quand vous dites que notre État a un défaut de fabrication, hein, c'est pour ça qu'on a un défaut de fabrication. Oui, le Cameroun a un défaut de fabrication. Il faudrait donc qu'on s'asseye. Et on ne peut pas résoudre un problème de défaut de fabrication en décidant dans les bureaux. Il faudrait donc que, aujourd'hui, comme vous le dites, comment est-ce qu'on stratifie d'abord le pouvoir traditionnel pour dire premier degré, deuxième degré, Je voudrais sortir de votre émission avec un plaidoyer. C'est un plaidoyer d'un groupe de jeunes camerounais. Je parlais ici des auditeurs libres formés dans les écoles normales, supérieures. Alors, ces jeunes sont en train de poser quelque chose de noble. Ils tendent les mains au président de la République pour lui dire, papa, nous avons été formés en qualité d'auditeurs. La décentration, pour voir que vous êtes la charge du conseil régional. Attendez d'abord qu'on en arrive. Nous avons été formés dans les écoles normales. C'est vrai que nous n'avons pas, ce n'était pas un concours direct, mais l'enseignement au Cameroun a besoin d'enseignants. Voilà. Nous sommes déjà formés. Il y a près de 6 000 Camerounais dans la fonction publique qui ont été radiés. Il y a des places. Pardon, introduis-nous. Nous voulons servir notre pays. Alors, tout passe ça, c'est le plaidoyer des auditeurs libres. Finalement, tout passe par Yaoundé. C'est assez compliqué, justement. Il faut donc que la décentration soit effective. C'est des questions qu'on doit adresser au conseil régional. C'est le conseil régional qui a en charge de ces questions-là. Si on ramène tout sur Paul Biya et Yaoundé, Dieu donné Somba a raison. Les décisions se prennent même déjà à Bouéa, Bertois, Bolova, Marois, Garoua. Le plaidoyer est noté, monsieur. On vous dit merci d'être venu. Merci de nous parler du Cameroun profond et des réalités profondes. Prochain rendez-vous demain, vous retrouverez Stéphane Mbarga pour le grand soir. Merci de rester fidèle. Merci.